drillé, discipliné. Bon, écoutez, c'est notre dernière séance, la séance 3, formation disciplinaire et éducation permanente au sein d'une société apprenante. Donc, la présidence de la séance, telle que c'est avec ce qui avait été annoncé là, dans le programme de l'ACFA, c'était Madame Maryse Lassonde, qui était l'ancienne directrice du Fonds Nature Technologie et qui est maintenant présidente du Conseil supérieur de l'éducation. Cela dit, elle a été mobilisée par le ministre M. Roberge à la commission parlementaire sur le maternel 4 ans, donc elle avait dû se désister, mais finalement, elle est quand même là avec nous en pensée, puis on est sûrement déçus avec Mme Lassonde. Donc, pour la remplacer, nul autre que M. Jean-Pierre Vidal, que je vous ai déjà présenté hier. Alors, Jean-Pierre. À toi. Oui, bon, à toi, Jean-Maurice. Merci. Bien, alors bonjour à tout le monde, encore, rebonjour plus exactement. La séance d'aujourd'hui a pour titre, celle de cet après-midi, qui est la dernière, mais finalement vous êtes quand même assez nombreux, formation disciplinaire et éducation permanente au sein d'une société apprenante. Comme je suis un de ceux avec Denise qui ont participé à la définition des séances, évidemment, à la définition des séances et au vocabulaire utilisé, je voudrais insister sur le fait que nous entendons par éducation permanente dans ce cas-là, et le contexte plus global dans lequel cette formule s'inscrit, c'est celle de la société apprenante. Donc, nous entendons par éducation permanente, non pas le service des universités et des cégeps tel qu'il existe, bien entendu, mais le fait que dans l'avenir, tout le monde le sait, on le sait de plus en plus, il va falloir être perpétuellement en apprentissage. Il n'y a pas de métiers qui vont devenir stables, suffisamment stables comme ceux que nous avons connus nous-mêmes. Et donc, il va falloir que les gens soient perpétuellement dans cette espèce de processus de formation. Et beaucoup de gens pensent que c'est une chance, d'une certaine façon, si on parvient à harnacher ces divers, ou pas les harnacher, mais à les combiner, ces divers processus d'apprentissage individuel pour en faire ce que les économistes appellent une société apprenante, qui est une des clés de l'avenir. Tout le monde s'entend aussi là-dessus, c'est-à-dire essayer de faire qu'il y ait une sorte de transbordement perpétuel, si je puis dire, des savoirs individuels dans la collectivité, les universités. Enfin, on va vers une sorte de chaos, finalement. Hein. Donc, quelqu'un a dit hier, je crois que le chaos était très productif. Je pense que nous allons en avoir des exemples de plus en plus. Alors, et en plus, aujourd'hui, pour finir, vous allez avoir une véritable expérience, parce que notre premier intervenant, M. Fabio Balli, que je vous décris maintenant, va vous faire une expérience pour illustrer ses propos. Alors, Fabio Balli est chercheur et doctorant à Concordia. Il a coédité le dossier Recherche et commun vers des sciences ouvertes, paru sur le site acfas.ca, /découvrir, en mars 2019. Fabio coordonne également Breathing Games, un commun qui encourage chacun à prendre soin de sa santé respiratoire et de la qualité de l'air. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Donc, en réfléchissant à la manière de présenter, je me suis dit que j'allais parler un petit peu de mon programme individualisé à Concordia, mais en essayant de vous faire vivre finalement cette expérience d'université du futur. Donc, pour cela, comme je l'ai annoncé avant, je vous propose d'utiliser une application qui s'appelle Socrative. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore sur leur mobile ou sur leur ordinateur, je vous invite à le faire. Vous pouvez soit charger l'application ou aller sur socrative.com et login student. Et puis après, une fois que vous avez le champ avec le nom de la salle qui s'affiche, vous pouvez mettre FRQ et puis valider. La première question à laquelle j'aimerais vous inviter de répondre dans Socrative, c'est de voir un petit peu la météo et de partager quel est votre état émotionnel, quelle est votre énergie actuellement, avec un chiffre de -3, donc une grande énergie mais plutôt négative, à +3 qui serait une grande énergie mais plutôt positive.
Et puis, l'idée, c'est que je vais afficher en fait les résultats aux écrans pour que vous ayez un petit peu une vision d'ensemble des résultats. Donc ici, on peut voir qu'on a 10 personnes sur 12 qui ont répondu. On va voir si d'autres personnes s'ajoutent en fait sur Socrative. Et puis, comme là, on a une majorité, je vais afficher les résultats actuellement. Donc, l'idée, c'est pas forcément que je les commenter, c'est simplement de partager à la fin de ma présentation un petit peu pourquoi je vous fais passer ces différentes étapes. Ensuite, sur Socrative, de répondre à la deuxième question, qui va être de partager votre état émotionnel en 1 ou 2 mots. Là aussi, je vais attendre que quelques réponses entrent avant de les afficher. Ah, pardon, je vais masquer les réponses. Pour pas qu'on soit trop influencé par les réponses précédentes. Alors, quelques-unes des réponses s'affichent. Voilà, je vous propose de laisser Socrative pour un petit instant et puis de passer en fait à un témoignage. Et plutôt que de témoigner par rapport à mon doctorat individualisé à Concordia, donc c'est un programme qui a la maîtrise et au doctorat et qui permet vraiment de co-construire en fait son programme avec 3 à 4 superviseurs, je me suis dit, finalement, l'interdisciplinarité, ça doit venir beaucoup plus tôt. À mon avis, ça doit venir avant l'université, mais au plus tard, au début de l'université. Et donc, j'aimerais vous partager un témoignage. J'aimerais laisser la parole à un ami, en fait, qui a fait un baccalauréat multidisciplinaire à l'université de Sherbrooke. Je m'appelle Stéphane Gingras. J'ai tout juste terminé mon bac multidisciplinaire à l'université de Sherbrooke. Il n'y avait pas vraiment de programme qui m'intéressait au niveau traditionnel. J'avais l'intention au départ de faire un bac en psychologie, mais il y avait certaines dimensions de ma personnalité qui s'orientaient un peu plus vers les arts, donc j'ai décidé de m'engager dans un cheminement plus personnalisé. J'avais un peu l'impression de me lancer dans le vide. Ce que j'aimais le plus, c'est pas d'être cloîtré dans une seule discipline. J'ai préféré mes cours en art parce que je trouvais que les gens étaient plus en lien entre eux. J'aime beaucoup la psychologie. C'est un milieu où les gens sont très compétitifs. La façon dont les étudiants sont sélectionnés pour aller au doctorat, pour avoir que des bonnes notes, que des A. Et je trouvais que c'était vraiment trop axé sur la performance plutôt que l'expression de soi. Ça a un impact sur la dynamique dans la classe. C'est plus difficile de créer des liens. On parle moins de nos vies personnelles. On est surtout axé à tenter d'apprendre par cœur ce que l'enseignant nous dit. Tandis que c'est vraiment plus axé sur l'expression de soi, le processus créatif, savoir avec le mouvement de ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Je crois pas que je fais un bac seulement en art visuel. J'aime me déplacer d'un langage à un autre. Je sais pas comment le dire, mais moi je m'écœure. Au bout d'un moment, moi, étudier toujours avoir toujours le même mode de pensée, m'amener le cœur me lève. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y avait beaucoup de psychologie dans l'art. La psychologie, c'est un art en soi. C'est surtout axé sur le savoir-être plutôt que le savoir-faire. Le problème avec la manière dont les universités nous apprennent la psychologie, c'est très axé sur les théories. Je pourrais parler par exemple de la psychologie des groupes. La théorie de Saint-Arnaud, c'est une théorie qui est concrète, qui n'est pas difficile à comprendre, mais dans la réalité, c'est difficile de l'appliquer. J'ai aussi fait des cours d'études religieuses contemporaines. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je croyais que j'apprendrais les coutumes religieuses. Finalement, c'était beaucoup plus philosophique. Ça m'a permis de faire le point
de lier la psychologie et les arts. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment important de partager ce témoignage parce que je pense plusieurs personnes ont dit finalement qu'il y a beaucoup d'interdisciplinarité dans les universités. Je personnellement crois que ce n'est pas du tout le cas et qu'on doit être beaucoup plus interdisciplinaire en fait dès les premières années de formation. L'autre chose que je voulais faire avec ce témoignage, c'était vraiment de partager une personne qui m'inspire et qui a vraiment pour moi des valeurs qui sont importantes. Et donc j'aimerais vous inviter de retourner sur Socrative et de partager, il faut juste que je passe à la page suivante, hop, de partager le nom de 3 personnes qui vous inspirent réellement. Ça peut être des personnes qui existent, des personnes fictionnelles, des personnes très connues, moins connues, et de mettre simplement une caractéristique essentielle pour chacune de ces personnes. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en commun finalement un petit peu les références qu'on a. Je vais afficher les premières réponses et puis je vous propose de continuer de répondre pour ceux qui sont en train d'écrire.
Vous pouvez continuer de répondre, je vais continuer la présentation. Une prochaine question, c'est au niveau de la reconnaissance. Donc ici, j'aimerais vous encourager à penser à un père, quelqu'un qui est dans la même fonction que vous. Donc si vous êtes directeur d'université, ça sera un directeur d'une autre université. Si vous êtes professeur, ça peut être un autre professeur. Peut-être prendre quelqu'un avec qui vous n'êtes pas très très proche et puis vraiment partager en fait sur Socrative 3 éléments, plus ou moins, que vous appréciez vraiment de cette personne et qui sont vraiment sincères, même si c'est quelqu'un que vous n'aimez pas forcément, quelque chose que vous admirez ou que vous aimez dans cette personne-là. Alors, quelques réponses. Alors, pourquoi je vous ai fait faire ces différentes étapes? On va utiliser une dernière fois Socrative dans 2-3 minutes. L'idée de la météo, c'est vraiment finalement un signe de « je te vois ». C'est quelque chose qui peut se faire en fait dans toute rencontre, à mon avis qui devrait se faire dans toute rencontre, dans toute réunion de travail, qui devrait aussi se faire avec ses étudiants, pour finalement reconnaître la présence de l'autre, mais aussi pouvoir déposer des préoccupations. Par exemple, si je viens ce matin et que j'ai vécu quelque chose de difficile au niveau personnel, dans la rue, peu importe, je vais finalement, ou je risque de contaminer le groupe par l'émotion négative en fait que je garde parce que j'arrive pas à passer à autre chose. Alors que si en quelques mots, sans forcément expliquer la situation, je peux dire voilà, je suis en colère aujourd'hui et puis je dépose ça finalement à la porte, ça me permet d'entrer dans l'activité et d'être beaucoup plus productif en fait sur l'activité elle-même. La deuxième, donc l'idée des inspirations, c'est vraiment de dire il faut qu'on passe d'une approche où on est en top-down, où on est vraiment en train de penser pour l'autre, les programmes disciplinaires, on est en train de penser pour l'autre, comment on gère les fonds, à une co-construction finalement où les gens peuvent décider collectivement comment les ressources sont allouées. Donc c'est vraiment de laisser émerger le groupe et faire confiance finalement au groupe. La troisième question qui était au niveau de la reconnaissance, et là je dirais est-ce que finalement on reconnaît, est-ce qu'on partage beaucoup auprès de ses pairs des choses qu'on apprécie d'eux, même quand on ne les aime pas forcément. C'est vraiment de comprendre qu'on évolue à travers le groupe. On n'évolue pas grâce au leader ou grâce à son chef, on évolue vraiment parce qu'on est confronté constructivement par ses pairs. Et donc la reconnaissance, c'est vraiment d'accueillir autrui dans son égalité, mais aussi dans son altérité, et puis de nourrir ce lien finalement qui nous permet d'être davantage nous-mêmes. Ces 3 points pour moi sont vraiment importants parce que c'est des choses qu'on peut mettre très facilement en place. Donc on parlait de gouvernance, de structure. Moi, je crois que pour l'université demain, on n'a pas besoin de changer de structure. En fait, on a simplement besoin d'ajouter ces petits changements au niveau culturel. Et on peut arriver en quelques mois à finalement changer complètement la structure, la culture, par exemple, dans une université. Hier, quelqu'un avait parlé de la Tour d'Ivoire. Et donc, au vu de l'actualité cinématographique, je me suis dit, voilà, aujourd'hui, on est peut-être dans une situation où on est un trône d'ivoire. On a le gestionnaire de l'équipe, le gestionnaire des fonds ou bien l'enseignant qui est dans son trône d'ivoire, qui pense en fait son programme, qui pense la gestion des fonds pour les autres, et puis qui va dire, voilà, moi je vais sélectionner les meilleurs, et donc en sélectionnant les meilleurs, c'est logique qu'on va entrer en compétition, puisqu'en fait chacun va essayer de se positionner individuellement pour être meilleur que les autres, quitte à leur marcher dessus.
Donc, le leader, d'un côté, que ce soit le gestionnaire ou l'enseignant, va être surchargé, va avoir énormément de travail finalement face à cette sélection. Et puis, on a des personnes dans le groupe qui vont abandonner, qui vont être dans la passivité. Une proposition, finalement, par rapport à ça, c'est vraiment de dire, voilà, on est dans une dynamique où on est dans le manque de reconnaissance, c'est-à-dire on cherche finalement à être nourri par notre chef plutôt que par nos collègues. On est dans le contrôle, dans l'exclusion, parce qu'on n'arrive pas à faire ensemble quelque chose de collectif. Et donc, on dissipe beaucoup de ressources par rapport aux peurs qu'on intègre en fait, dans notre manière de fonctionner. Une autre option que j'aimerais vous encourager à imaginer pour l'Université du futur, et donc je ne vais pas donner de nom parce que je pense que vous pouvez trouver éventuellement un nom qui vous conviendra, c'est de voir plutôt l'enseignant, le responsable de fond ou le responsable d'équipe qui va dire, voilà, moi j'ai prévu au niveau de mon programme différents modules, différents contenus, j'ai prévu au niveau des fonds différentes priorités stratégiques, mais quand mes étudiants arrivent, je vais leur proposer finalement ce à quoi j'ai pensé et valider avec eux finalement cette réflexion que j'ai eue. Et ce qui est très important dans cette approche-là, c'est de dire que quand les personnes entre elles, quand les étudiants ou quand les membres, par exemple, du comité vont discuter entre eux de ce qui est important, le leader ne doit pas être là justement pour éviter ces questions d'enjeux finalement de reconnaissance. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le leader va partir de la salle, va vraiment quitter physiquement le lieu, va laisser les gens entre eux se reconnaître, partager leurs besoins, partager leurs priorités, et puis revenir ensemble d'une seule voix finalement avec une proposition constructive au leader. Et donc petit à petit, on arrive à valoriser cet échange. Et donc l'indicateur de performance, si on veut, ça ne sera pas la performance individuelle, ça sera vraiment la qualité de coopération entre les personnes. Et là, à nouveau, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire très facilement, ou en tout cas rapidement, sans forcément changer la structure des institutions. Ici, bien sûr, le responsable va être déchargé de tout son travail de sélection, finalement, puisqu'il peut se baser sur l'intelligence collective. Et puis, le fait que les gens s'ajustent entre eux va permettre de réguler finalement les besoins individuels. Donc, les participants ou les membres de l'équipe vont également être plus heureux. Donc, l'idée ici, c'est de passer dans une logique d'abondance des signes de reconnaissance, favoriser l'autonomie, d'être dans le don de soi plutôt que dans le contrôle, et de mettre en commun finalement les ressources qu'on a collectivement. Alors, par rapport à ça, j'aimerais vous proposer, comme avant finalement, de partager votre météo avec les deux mêmes questions qu'avant. Donc de dire, voilà, actuellement, où est-ce que vous vous situez par rapport à votre énergie. Et je dirais l'important, c'est pas forcément qu'elle ait changé, mais c'est d'être conscient finalement de comment est-ce que je me sens et comment est-ce que j'arrive à prendre compte de mes besoins dans un groupe. Alors, et puis je vais passer à la question suivante, où vous pourrez éventuellement marquer également un ou deux mots sur votre état émotionnel actuel. Alors, quelques réponses. Et je vais passer à la dernière question qui est simplement si vous acceptez que j'utilise en fait les données récoltées pour une publication dans les actes du colloque. Donc pour terminer ma présentation, c'est vraiment de vous encourager à prendre un engagement par rapport à ce que vous avez vu, si ça vous interpelle, si ça vous interroge, de vous dire pour vous-même en fait qu'est-ce que je suis prêt à faire d'ici 3 jours qui ne me demande pas trop d'énergie, qui soit significatif par rapport à cette proposition finalement de transformation de l'université. Quelques références, et puis les personnes qui m'ont
donner du feedback par rapport à cette présentation. Merci beaucoup. Alors, des questions? Moi, je vais en poser une. Je voulais savoir dans quelle mesure est-ce que c'est différent ce que vous proposez de ce que vivent tous les professeurs, du moins à l'Université du Québec, où quand on propose le syllabus, on quitte la salle, les étudiants discutent et ensuite vous donnent le feedback. Moi, j'ai eu l'impression de vivre ça toute ma vie. Et je ne sais pas si je me suis bien ajusté, par exemple. C'est pas... Alors, en quoi est-ce que c'est différent de ça, de ces expériences-là? Vous allez me dire que quand on dépose un syllabus, que les étudiants en discutent et qu'ensuite ils vous font revenir et ils vous font des commentaires, c'est une forme de jugement, dans un sens. Alors, je n'ai pas vécu, moi, ça, hormis bien sûr dans les travaux individualisés, mais je dirais que justement dans cette dynamique de partage finalement du syllabus, c'est peut-être de ne pas penser l'ensemble du cours déjà pour les étudiants, donc de dire voilà, je peux proposer un certain nombre de modules peut-être pour 3/4 du cours, pour la moitié, et laisser les étudiants émerger finalement par rapport à ce qu'ils vont eux-mêmes apprendre. Et c'est aussi de vraiment accueillir les connaissances qui existent déjà chez les étudiants pour leur dire voilà, peut-être qu'on peut construire ensemble ce syllabus en vraiment intégrant par exemple les apports de chacun et en réfléchissant aussi au mode d'évaluation pour que les étudiants soient vraiment partie prenante de l'ensemble du cours. Alors voilà, okay. Les pistes. Merci. Merci Fabio pour ta présentation. Alors moi, ça m'interpelle pour plusieurs choses, pour plusieurs aspects. Bon, je trouve ça très très intéressant de fonctionner comme ça. Je suis à la fois chargée de cours et postdoc, donc je suis un peu entre... à la fois, je donne des cours, donc c'est pas évident parce que les structures nous demandent de livrer les plans de cours au moins 10 jours à l'avance pour pouvoir imprimer tout ça. C'est des choses qui sont assez figées, même si les étudiants ont trois cours pour pouvoir en discuter. Et je dirais qu'on est un peu perpétuellement dans la négociation avec eux pour essayer de faire accepter certaines choses. Et dès qu'on leur propose du contenu un petit peu différent, moi je sais que j'essaie de fonctionner par exemple avec des post-it ou essayer d'avoir un peu leur connaissance initiale sur un sujet et les faire travailler ensemble de manière collaborative mais sans outils numériques et tout ça. Je sais que c'est un petit peu difficile de les faire un peu évoluer aussi de cette manière-là et en même temps je ne sais pas du tout comment ça peut être perçu par des professeurs qui eux auraient plutôt une approche plus traditionnelle, je dirais, de l'enseignement. Donc ça, c'était des réflexions comme ça. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup agir sur l'humeur et l'ambiance, par exemple au laboratoire, essayer que les objectifs soient pas uniquement des objectifs de performance, de collaboration ou juste qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre ou de faire aujourd'hui. Mais je sais que voilà, il y a des réticences à la fois du côté je dirais des enseignants, chercheurs, et puis des étudiants eux-mêmes qui s'attendent à avoir un contenu très très solide et pas forcément co-construit. Merci. Là, je me permets juste de réagir en témoignant. J'ai fait une maîtrise, un doc au Québec. Je venais de France. Donc, pour ce qui est de la rigidité en termes d'enseignement même supérieur, je connaissais avec un prof devant une table. Et puis, on ne fait que recevoir. Et là, je me reconnais pas du tout dans ce qui vient d'être dit, dans le sens où je trouve qu'au Québec, c'est ça la beauté, c'est qu'il y a une réelle communication entre le prof et l'étudiant. Puis, je suis plus toute jeune, là, je veux dire, ma maîtrise, je parle la fin des années 90, là. C'est que là, je me reconnais pas du tout dans ce qui est dit. Dans le sens où, et de même que le syllabus, il y a quand même une ouverture, une porte qui reste ouverte au début de la session, même sur le mode pour ce qui est de noter, la notation, il y a encore une porte d'ouverte pendant plusieurs cours pour dire, bah non, moi, le pourcentage de tel, là, on n'est pas d'accord avec le pourcentage. D'ailleurs, on avait eu à négocier dans un cours, c'était fait. Donc, là, je trouve qu'on parle de beaucoup de rigidité et je trouve pas forcément que ça reflète la réalité. Au Québec, en tout cas.
En fait, c'est ça, oui. Bon, c'est sûr que le système universitaire français, vraiment ex-cathédra, là, on le connaît bien. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, par rapport, si on se tient pas à la structure, on peut avoir qui est telle que définie dans le plan de cours, on peut avoir de la critique. Mais si en même temps, les étudiants veulent complètement changer tout le temps jusqu'à la fin de la session le contenu, la façon de faire, ça marche pas non plus. Moi, je sais que j'ai été confrontée à ça cette année, où la remise en question était permanente sur un cours que moi je donnais en tant que chargée de cours, donc c'est pas un cours que j'ai forcément construit moi à la base. C'était vrai que c'était un petit peu compliqué, en tout cas pas en tant que professeur évidemment, mais en tant que chargée de cours, de pouvoir m'adapter à ces demandes permanentes de contenu supplémentaire ou de complets changements, de révolution, sachant que je n'étais pas moi-même complètement intégrée dans les programmes des modules. Donc en tant qu'individu, je dirais. J'ai un commentaire que j'ai en tête depuis hier, en fait. Et je l'adresse et je sais que c'est un commentaire qui va faire violence, alors je vais essayer de le faire le plus politiquement possible. Mais ça, c'est moi, je suis pas capable de pas dire ce que j'ai à dire. J'ai une maladie, j'ai pas de filtre, alors je vais l'assumer. On a appelé le colloque Université du 21e siècle. La quadrature du cercle. Alors, on a beaucoup de termes qui appellent à l'innovation, la création, mais je trouve que la structure du colloque est très rétrograde. Ben, je m'excuse, là, je le dis sans filtre, OK, c'est dit. Mais on est tous en avant, on parle, il y a peu de place aux échanges, au travail collectif ensemble, je trouve que c'est la seule présentation qui a demandé beaucoup d'interaction et en ça, je la salue. Alors, c'était un peu mon commentaire parce que je trouve qu'on veut aller plus loin, on veut transcender, faire tomber des murs, mais dans notre modèle d'échange, on reste tout à fait classique. Fait que c'est juste un commentaire que j'avais depuis hier. Fait que... Et c'est un bon commentaire, puis on le ressent un peu, je pense, de ce côté-ci de la table. Oui, Monsieur Bali, donc ce que vous proposez, vous le proposez comme universitaire, donc vous proposez un modèle, mais donc comme chercheur, on cherche à valider ce qu'on avance. Donc c'est pas tout d'avoir une inspiration, mais il faut également aller sur le terrain puis valider ce qui ressort du modèle. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais c'est le sens de ma question. Est-ce que vous l'avez fait avec des étudiants de plusieurs secteurs, des étudiants universitaires de plusieurs secteurs? L'avez-vous essayé, par exemple, avec des gens en sciences humaines, en éducation, en art et tout, ce modèle-là, pour voir un peu comment les gens allaient réagir? Vous proposez un modèle. Moi, j'ai enseigné en mathématiques toute ma vie à des étudiants en génie, toutes sortes. Enfin, en mathématiques, on a la chance de pouvoir enseigner une grande diversité d'étudiants. Les gens ne le savent pas, mais c'est la réalité. On n'enseigne pas qu'aux mathématiciens. Et donc, effectivement, ça amène des modèles d'animation de classe, je dirais, de travail en classe qui sont différents. Notre rôle, le rôle des étudiants, dépendamment qu'on travaille avec des étudiants au premier cycle, en fin de cycle gradué. Et donc, bien, je voulais voir un petit peu la façon dont vous menez pour arriver à mesurer effectivement un modèle que vous proposez par rapport à d'autres modèles qui ont existé. D'accord. Je ne l'ai pas expérimenté ou validé beaucoup en fait dans le domaine universitaire, en tout cas pas sous forme de recherche. C'est vraiment une expérience que j'ai vécue à plusieurs reprises en tant que formateur et en tant que participant, où j'ai vu vraiment, et mes collègues aussi en fait ont vraiment partagé que ça avait un impact énorme sur le vécu finalement du groupe, sur ce qu'on apprend ensemble. Alors je pense que ça vaudrait la peine d'explorer plus justement la partie évaluation de telles approches. J'avais juste un petit commentaire. J'aimais beaucoup l'idée de droite, mais en même temps, à gauche, je trouvais ça terriblement négatif dans le sens que, pour moi, l'enseignement, c'est de partager une passion qu'on a. Puis ça transparaît pas nulle part. Puis il me semble que c'était à la base. Parce que si on veut vraiment enseigner, si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, on peut pas le transmettre. Puis peut-être juste que ce serait le fun que ça apparaisse quelque part, parce que c'est à la base. Sinon, on ne ferait pas ce métier-là. Merci. D'autres questions? Dernière question. Alors, merci beaucoup, M. Bali.